C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Все это знают. В мире возник единственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают, что делать. Les peuples forts, les peuples de caractère sont les peuples qui ont eu à lutter pour vivre. Bon ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans les mains et on recommence! Hey, salut tout le monde, bienvenue à cette première entrevue des exilés. On s'était décidé que dorénavant on allait essayer de varier un petit peu nos intervenants. Puis on en a un premier avec nous qui nous avait déjà accordé une entrevue avant, mais finalement on avait eu des problèmes techniques avec, donc ça avait foiré, mais il a quand même accepté de revenir nous voir quand même. On le remercie beaucoup, mais c'est pas moi qui va le présenter parce qu'en fait, l'entrevue, c'est Sam qui va s'en occuper. C'est lui qui va mener l'entretien. Moi, je vais rester plus de côté puis je vais faire mon Danny Turcotte. Quand je vais avoir quelque chose à dire de pertinent ou de non pertinent, vous allez m'entendre. Fait que Sam, vas-y. Ça va être notre Joker et notre chroniqueur. Aujourd'hui, dans le fond, on continue la mission qu'on s'était inscrit aux exilés, d'essayer de connaître les idéologies puis de voir où les mouvements, les idées politiques se développent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un analyste d'un autre continent qui va venir nous présenter un grand mal aussi qu'on retrouve en Afrique aujourd'hui, à l'époque moderne. C'est les idéologies qui viennent d'élites afro-américaines, mais qui empoisonnent le destin des nations africaines. Donc aujourd'hui, je vous présente le bantoologue, M. Olugasa Kwanza Umbeni, qui est de passage au Québec et qui a fait un séjour pour ses études. Donc, M. Umbeni, je vous donne la parole. Oui, bonjour et je vous remercie de m'avoir invité. Et comme tu l'as dit, je viens aussi du continent que nous appelons Afrique, mais notre continent s'appelle Katiopa. Et je me nomme, comme tu l'as dit, Olugasa Kwanza Umbeni. Je suis né au Congo, République démocratique du Congo, dans le royaume Congo, et dans les Kivu. Et je suis ici au Québec. Et je pense que c'est grâce à toi, Sam, que je suis ici, parce qu'on s'est connus, c'était à l'université. Et c'est ça. Et merci de ta présence. Puis peut-être juste enchaîner sur le sujet. Toi, je sais que tu as beaucoup voyagé, tu as fait le tour quand même de ton continent. Puis tu as vu beaucoup de cas, puis tu as dénoté certaines idéologies, certains groupes politiques qui sont un peu en prédation. Est-ce que tu peux un peu expliquer la situation par rapport à ce niveau-là? Oui, en tout cas, moi, j'ai voyagé d'abord dans mon pays d'origine, le Congo. Et en tant que d'abord initié aussi chez les Bandoki. Et puis j'ai quitté mon pays pour aller dans les pays des Grands Lacs et puis de l'Afrique australe et de l'Est. Mais je constatais que le continent, l'Afrique, est encore très pauvre. Ce qu'on montre aux gens à la télévision, ce sont des illusions. Donc, on vous présente par exemple une capitale où il y a peut-être des gens qui sont riches. Peut-être ce sont les multinationales qui les ont enrichis. Mais si vous voyagez, vous quittez seulement ces buildings, il y a la misère. Il y a la misère et il faut voyager là pour constater ces problèmes. Alors c'est cette vision, c'est ces constats qui m'ont permis à réfléchir sur les problèmes.
Et puis, j'ai commencé à lire les idéologies qui voulaient émanciper les continents dans le monde moderne et contemporain que nous sommes aujourd'hui. Et j'ai remarqué d'abord l'idéologie du panafricaniste. Je dois m'atteler sur cette idéologie et qui est née ici aux Amériques, et surtout aux États-Unis. Et c'était en Haïti pendant la révolution haïtienne et l'indépendance des Haïtiens en 1804. Oui. Et puis, il y a eu des gens comme Toussaint de Louverture et puis Marquis Garvey, qui est devenu comme les porteurs du flambeau du panafricanisme ici en Amérique. Mais le vanteur du terme, c'est un Trinidadien, Joseph, mais j'ignore encore un autre son nom de famille. C'est tout de même ironique que le panafricanisme ne vienne pas d'Afrique, mais vienne plutôt de descendants d'esclaves qui ont grandi dans les Caraïbes. C'est quand même... exactement. Donc, cette idéologie, c'est des descendants d'esclaves qui voulaient se réunir, qui voulaient résoudre leurs problèmes. Alors, dans les années 1919, ils sont partis en Angleterre, c'était en Europe, pour se réunir à ce congrès. Et c'est pendant ce congrès qu'il y a aussi un Congolais au nom de Panda Fernana. C'était l'un des grands universitaires congolais. C'était un enfant congolais qui avait été adopté par une dame blanche en Belgique. Ces jeunes garçons étaient partis à la guerre en Allemagne pour le compte des Belges. Pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, exactement. C'est à partir de ces constants qu'il a vu, non, nous avons un problème. Et à ce temps, il avait commencé à initier, à faire comprendre aux Noirs qui étaient là, surtout aux Noirs sénégalais et d'autres qui venaient du Cameroun, du Congo, que nous avons un problème. Ils avaient commencé à les faire étudier, les montrer comment écrire, lire les lettres et écrire. Est-ce que c'est le problème d'éducation, c'est un problème plus politique ou Oui, c'était politique, parce que vous savez, les Noirs, ils parlaient leur langue. Donc il fallait qu'ils parlent le français ou l'anglais ou l'allemand. C'est normal pour tout le monde, en tant que peuple. Et à ces congrès, c'est pendant ce congrès que Panda Fernand avait pris la parole pour fonder ce qu'on appelle l'Union noire, l'Union des Noirs d'Europe. Donc on peut considérer que c'est bien lui le fondateur du panafricanisme africain du continent noir. Donc l'Union des Noirs européens, ça se voulait une sorte de groupe de pression pour défendre les intérêts des Noirs en Europe. Est-ce que c'est... Exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Mais à la base, est-ce que le panafricanisme c'était un projet racial ou c'était seulement un projet étatique de créer une Union africaine puis de défendre les nations? Parce que souvent, quand on regarde le panafricanisme, on voit qu'il prend en compte aussi les intérêts ou les revendications de pays qui ne sont pas nécessairement acatiopiens. Il y a des pays comme Haïti, ou comme on l'a énuméré, les Trinidad, Tobago, Jamaïque, etc. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, les panafricains, c'est ça. C'est la diaspora des Noirs. Ici, ce sont des descendants d'esclaves. Nous devons souligner ça. Alors, né de la souffrance. Donc, le panafricanisme ou la diaspora, c'est né de la souffrance. Et né du racisme, le mot racisme qu'ils appellent racisme, né de toutes ces souffrances. Du déracinement. Oui, ce que vous dites, c'est très important aussi. Du déracinement, du manque de culture, manque de langue, parce que ce sont des gens qui n'ont pas la langue. Ce sont les gens qui n'ont pas la culture. Oui, ils ont l'idéologie, mais ils n'ont pas la langue et la culture. Alors, c'est avec
cette souffrance, ils ont dit non, on peut s'organiser aussi pour s'émanciper culturellement et puis économiquement. Et puis partout, ils ont commencé à s'organiser et puis jusqu'à ce que on les avait accueillis en Europe en 1919. Et puis ils ont continué encore en 1920 et 1921, ils ont fait des congrès. Mais actuellement, ça ne se fait pas. Ben, je pense que le problème qu'on va voir récurremment dans les idéologies africaines, c'est que tu as des Africains ou des descendants d'Africains qui se retrouvent en Europe puis qui essaient de défendre l'Afrique du mieux qu'ils peuvent, ou du moins ils le supposent, mais en supposant cela, ils ne connaissent pas l'Afrique puis ils essaient de trouver des moyens européens pour combattre les Européens, mais qui ne conviennent pas nécessairement aux Africains. Je pense que c'est ça, parce que... C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes que le panafricanisme a. Un d'abord, comme tu viens de le souligner, le panafricanisme, les descendants d'esclaves ne connaissent pas l'Afrique, le continent noir. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas la langue. Et vous les voyez, ils portent les noms de leurs maîtres blancs, ils portent leurs noms. Et ils parlent les langues de leurs maîtres. Et tout ce qu'ils ont, appartient à leurs maîtres. Mais ce qu'ils portent, c'est l'idéologie, c'est le retour, c'est une prise de conscience. Et dans leur manière de défendre le continent noir, l'Afrique, c'est d'avoir les intérêts, je vois, économiques. Ce sont des intérêts souvent économiques. Ce n'est pas pour aller aider l'Africain, le noir qui est là. Et vous le voyez, quand ils volent, ils retournent encore où? Ils retournent encore en Occident, aux États-Unis. Ils retournent au Canada, ils retournent en France, en Angleterre, partout en Europe. Ils ne restent pas là-bas. Donc, ils n'ont pas les sentiments, ils n'ont pas les sentiments d'appartenance à cette culture, à la culture de leur enceinte lointaine. C'est effectivement un problème de voir que finalement ceux qui ont créé en fait les idéologies qui étaient destinées à libérer l'Afrique finalement ne venaient pas de l'Afrique. Puis ça, c'est un problème qui est assez constant dans beaucoup de sphères, dans beaucoup de milieux. Je ferai un petit détour avec Albert Memmi, qui était celui qui a écrit le portrait du colonisateur, le portrait du colonisé. Comme lui-même l'expliquait, la conscience colonisée se développe toujours de façon un peu problématique parce que ça se développe par des gens qui sont minimalement instruits, donc des gens qui ont été en contact avec le colonisateur et avec sa culture et qui, à cause de ça, se retrouvent un peu coupés des masses qui, elles, n'ont pas conscience d'être colonisés. Puis je ferais même un lien peut-être avec Robespierre qui disait le problème qu'on a en France, c'est que il y a la majorité de la population, au 18e siècle, qu'on parle, est tellement pauvre qu'elle ne peut même pas réfléchir aux causes de sa misère. Puis il y a un problème, ça, en Afrique, à cause de la très grande misère, tantôt, il y a du mal à faire émerger un peu cette conscience-là de domination, puis à réfléchir à pourquoi la misère est là, réfléchir à l'exploitation coloniale, tout ça. Et ceux qui ont le bagage pour le faire sont des gens qui, comme tu dis, sont des déracinés et sont par leur culture et leurs intérêts objectifs, ils sont traîtres à l'Afrique. Puis, je pense que le parallèle avec la Révolution française est bon. D'ailleurs, on peut en faire beaucoup. Des gens qui essayent, des idéologies qui essaient d'émanciper des peuples, mais qui renforcent, dans le fond, des moyens de servitude. C'est tout le problème du marxisme aussi. Le marxisme qui voulait émanciper le prolétariat, mais il n'y a à peu près pas un théoricien marxiste qui est du prolétariat, c'est tous des bourgeois. Souvent, les expériences communistes ont renforcé justement l'appareil d'État. Mais en tout cas, on s'éloigne du sujet. Je suis d'accord avec cette thèse du porteur du colonisé, du colonisateur. Je vais essayer de souligner ça. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir apporté ce sujet-là. En tout cas, c'est ça le problème. Nous sommes donc les Noirs de la diaspora et les Noirs du continent ont ce problème. Les Noirs de la diaspora veulent dominer. Ils ont l'image du dominateur. Quand ils retournent, ce n'est pas pour s'intégrer dans la société du continent africain, dans la culture, c'est pour dominer.
J'imagine que tu vas nous parler du cas du Libéria. Ouais, c'est super, c'est ça. Libéria, il y a Libéria et il y a aussi, nous avons deux pays, Libreville et Libéria. Libreville, c'est Gabon. Mais ce qu'on appelle Libreville, donc un pays, une ville libre. Et puis Libéria, c'est dans l'est, dans l'ouest de l'Afrique. Et c'est un pays aussi anglophone. Donc ils portent les mêmes, toutes les deux villes portent les mêmes noms. Libreville et Freetown. Ouais. On va parler de ça quand on va arriver. Peut-être que ce sera une autre entrevue. Pour continuer sur l'idéologie, là, on a fait un bon portrait du panafricanisme, puis on a vu que c'était plutôt complexe parce qu'il y avait des diasporas, puis ils se revendiquaient de noirs, puis c'était des intérêts étatiques, mais c'était aussi des modèles de pensée occidentale. Ensuite de ça, peut-être plus l'africanocentrisme, qui essaie de recentrer justement les peuples africains sur leur race ou sur un passé ou une histoire riche, une civilisation. Est-ce que c'est un peu l'évolution du panafricanisme? Le panafricanisme se contentait seulement d'expliquer qu'il fallait révolutionner les États, mais là, c'est plutôt une révolution ethnico-civilisationnelle avec l'africanocentrisme de Cheikh Anta Diop. Oui, c'est ça. Donc, après les Kwame Nkrumah, Lumumba, les Steve Biko, les Sabukwe, les Samora Machel, tout ça, les gens comme Kimbangu, Sankara. Et après donc l'assassinat de tous ces gens, tous ces résistants, bon, c'est tout la mort de Lumumba qui portait à ce temps des années 60 l'uniforme donc du panafricanisme avec son maître, je peux dire son maître, son conseiller, c'était Kwame Nkrumah, parce que Kwame Nkrumah c'est quelqu'un qui était ici aux États-Unis, qui a fait les études ici en Amérique. Il portait l'idéologie. Alors il a essayé de s'aimer cette idéologie chez Lumumba. Et Lumumba a porté cette idéologie comme si ça lui appartenait. Et cette idéologie-là, il a s'aimé partout au Congo avec ses amis comme Pierre Moulele, et Okito Polo, et ce qui a libéré avec le temps le Congo, ce qui a décolonisé le Congo. On voit Moulele à ce temps qui a compris les méthodes scientifiques de colonisation mentale, culturelle et spirituelle des colonisateurs. Et c'est Moulele, comme à ce temps il était nommé comme ministre de l'Éducation, il a essayé de mettre un enseignement pédagogique de décolonisation mentale, spirituelle et scientifique. Mais tous ces gens, pendant la période-là de décolonisation, on les a assassinés. Toujours par agents interposés aussi. Exactement. Toujours par les manipulations, toujours les empires coloniaux qui se sont immiscés dans les affaires de l'Afrique, qui étaient déçus sans doute d'avoir perdu leur colonie, qui ont finalement trouvé un moyen de recoloniser l'Afrique en supprimant tous ceux qui avaient des discours un peu dissidents, puis en les remplaçant par des pantins qui étaient à la solde. Les dictateurs, c'est ça, les patins. Et aujourd'hui, ça continue, vous le voyez partout dans les continents. Donc, on a utilisé encore les mêmes Africains, les mêmes Noirs, on les a utilisés pour assassiner leurs frères, leurs congénères noirs. Et vous allez voir que ce sont des amis de ces grands panafricanistes qui les avaient assassinés. Ah oui, on voit Mobutu qui était le deuxième qui a puis c'était Sankara aussi, Juvenal, comment ça s'appelait donc? Abiyarimana. Ouais. Vous voyez Abiyarimana avec Abiyarimana et Kagame et les problèmes des génocides au Rwanda et au Burundi. Donc les problèmes est continuel, ça n'a pas changé. Dernièrement dans l'interview qu'on a fait ensemble,
on avait parlé des Grecs, quand on parlait des gladiateurs, ce sont les Noirs qui jouaient à l'intérieur et c'est le même problème qui continue ici à Hollywood. Donc, tout est dans la continuité. Donc, pour répondre à ta question sur l'afrocentriste, alors, avec la découverte de l'Égypte antique, et Diop a né donc les flambeaux, mais avant Diop, il y a eu Joseph Filmen qui avait déjà travaillé sur l'Égypte antique. Donc Diop n'est pas le seul à avoir travaillé sur l'Égypte. L'haïtien, là, Joseph, avait déjà travaillé l'égalité des races dans son livre L'égalité des races. Donc Diop, même la linguistique, sur la parenté linguistique, il a travaillé. C'est un travail d'une femme blanche qui avait déjà travaillé sur ces sujets. Diop, donc, dans ces années 60, il s'inscrit parmi ces historiens qui ont prouvé que l'Égypte antique appartenait aux Noirs. Mais les travaux de Cheikh Anta sont utiles et d'autres sont à rejeter. Diop, on voit, il se base seulement sur l'Égypte antique en oubliant que autour de l'Égypte antique, il y avait d'autres civilisations. Et encore, tous les continents là appartenaient toujours aux Noirs, donc il n'y avait pas des Arabes. Mais comme lui, il était musulman, il ne voulait pas, je pense que c'est idéologique aussi, il ne voulait pas dénoncer ça. C'est pourquoi dans ses thèses, il n'arrive pas à dénoncer l'islam. Il ne dénonce pas l'islam. Mais Cheikh Anta Diop, il est très controversé sur sa rigueur scientifique. Il y a beaucoup de partis pris idéologiques, comme tu dis, religieux, etc., qui ont même été remis en cause par Martin Bernal ou même Bernard Lougan. Oui, exactement. Oui, je suis d'accord avec. Diop se sert de la langue sémitique, Wolof, parce que les peuples là, Wolof sénégalais, Pelle, Wolof, Serel, Mandik, ce sont des peuples sémitiques. Donc ce sont des peuples qui ont été déjà arabisés et islamicisés. Donc la langue là est sémitique et arabe, mais Diop veut nous faire voir que la langue là appartient ou appartenait à des ancêtres bantous. Alors que c'est faux. Ça, c'est une fausse thèse. Puis les ancêtres bantous, ils viendraient de quelle région d'Afrique, juste pour situer... Les ancêtres bantous viennent du continent, du royaume Congo. Donc, comme tout peuple est né quelque part, tout peuple est unique, est né quelque part et se développe, comme dans la faune. Donc, ils viennent du Congo, du royaume Congo, qu'on appelle Congo, avec K, avec la capitale Banza, qui signifie d'abord, Banza signifie d'abord l'endroit où on peut juger les gens. C'est ça la signification. Et Congo, c'est-à-dire rassemblement des peuples. C'est ça la signification. C'est là où les Noirs... Rassemblement de peuples. Oui. C'est ce que ça veut dire. Congo, c'est ça. Il s'est développé jusqu'au projet de Mani-Congo. Les Mani-Congo, c'était des sages. Des sages. Et puis vous allez voir, ces Mani-Congo sont toujours aussi en Égypte antique, qu'on appelle Amos. Comme des Amon, des Ménès. C'est toujours les mêmes noms. Moi, j'ai fait cette parenté. C'est pourquoi j'ai inventé la bantoologie pour faire cette parenté bien. Mani signifie homme fort. Donc les A qu'on ajoute là, c'est pour donner l'hommage, dédicacer la personne. Donc lui rendre cette force. Donc, avec le projet là de Mani-Congo, il donne à cet endroit maintenant qu'on appelle aujourd'hui Afrique par notre ignorance ou par manque de critiques intellectuelles et historiques, que nous appelons aujourd'hui Afrique. Mais les noms s'appelaient Afrique, à Katiopa. Donc Katiopa signifie siège. Donc siège, siège de qui? Siège des ancêtres. Ça signifie les mots Tsi. Tsi signifie siège. Et les afrocentristes, alors, avec l'égyptologie, se disent non, nous avons aussi notre culture, qui est l'Égypte, et
Ils ne connaissent pas donc l'origine même des Égyptiens antiques. Donc ils vont tout droit, comme c'est toujours des gens qui sont nés en Occident. Vous voyez ces problèmes, ces mêmes problèmes continuent toujours. Ils vont directement en Égypte antique, ils voient les pyramides, ils se disent, nos ancêtres ont fait tout. Comme ils ne peuvent pas, autrement dit, se séparer de la culture occidentale qu'ils ont à quelque part intériorisée, ils essaient de se sauver en disant « Oui, mais au fond, cette culture-là dérive de l'Égypte antique et donc de nous-mêmes. » Exactement. En se servant des thèses des Grecs. Si tu vois bien, ils se servent des thèses des Grecs. Des Hérodote, des Thalès, des Pythagore. Ils se servent des thèses, ces gens qui ont voyagé pour la première fois en Égypte antique. Et vous allez voir, non seulement ils oublient l'origine des ancêtres des Égyptiens antiques, qui est le royaume Congo, mais aussi ils oublient que les Hyksos sont les premiers à envahir l'Égypte antique. Les Hyksos, c'est les Grecs. Les Hyksos, les Perses et d'autres peuples comme les Ottomans et tout ça. Donc il y a ces problèmes entre ces gens. Ils ne veulent pas donc embrasser ce que tu viens de dire de la culture occidentale. Donc l'esprit est aliéné. Donc ils sont cloués à l'aliénation culturelle. Surtout c'est une aliénation culturelle, linguistique. Moi, c'est ça. Moi, je vois là une aliénation linguistique et culturelle qui n'arrive pas à se débarrasser. Et ce qui les pousse à développer un conservatisme là égyptien. Donc, c'est nous qui avons civilisé le monde entier. Toutes les religions du monde viennent de l'Égypte antique. Toutes les sciences du monde viennent de l'Égypte antique. C'est nous, les Égyptiens antiques noirs, qui avions voyagé dans le monde pour la première fois, apporté les outils de la civilisation. C'est une espèce de forme de totalitarisme. Et donc, il y a encore là-bas le noircisme, parce qu'ils essaient de noircir tout. Donc, ils noircissent tout. Ils essaient même d'aller noircir même tout. La Bible, les Corans, les Torahs, ils essaient de... C'est vrai, les Jésus noirs, là. Les Jésus noirs et même le Nouveau Testament. C'est pas plus idiot que le Jésus blond aux yeux bleus dans le roi, là. C'est sûr. Même la différence, c'est que, mettons, on peut faire un Jésus blond aux yeux bleus ou un Jésus noir pour s'identifier à lui, mais quand ça devient pour essayer de revendiquer culturellement le truc, c'est différent. Ouais, bon. Moi, je pense qu'il y a une... Mais il y a l'aliénation. Si vous regardez bien l'image là de noircir Jésus, vous allez voir qu'il y a l'aliénation. Et il y a l'aliénation qui est symbolique et physique. Ces gens, je vais vous faire comprendre, ces gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient comme ils étaient des chrétiens en Dirci. Tous ces gens, ils étaient des chrétiens en Dirci, des musulmans en Dirci. Alors, ils voient les canons, la beauté de Jésus là blanc, aux yeux bleus, aux cheveux blonds. Alors, ils se disent, non, nous aussi, on peut faire un Jésus noir qui est beau. Mais quand vous regardez bien, ce Jésus-là, même s'il est en noir, mais il ressemble toujours, si vous voyez les phénotypes, il ressemble toujours au Jésus blanc. Moi, j'ai étudié ça bien. Et là, vous allez voir que ces gens sont malades, sont dans les délires, l'hallucination. Donc, ils se représentent des images. Donc, on va continuer peut-être pour vous essayer de mettre un terme à ces points, pour vous dire, pour vous permettre de comprendre un peu la folie des afrocentristes, des kamites, des égyptologues noirs, mais aussi ils ont des points aussi positifs, mais ils ont beaucoup de faiblesses, Je pense qu'on peut faire un constat général sur le problème de l'africanocentrisme, puis ensuite de ça, on prendra une pause, puis on reviendra sur le kémitisme qui découle justement de cette réaction-là et de ce fiel africanocentriste. Donc, l'afrocentrisme, c'est... Nous avons actuellement Molofi Asante. C'est un descendant d'esclaves américains. Et nous avons Ama Mazama, une femme descendante aussi d'esclaves de Martinique.
aux États-Unis qui travaillent sur l'afrocentricité. Et ils ont comme d'autres personnalités comme Théophile Obenga, qui était l'apôtre de Shinta Diop. Vous savez que Théophile Obenga, il fait partie du peuple bantou. Et puis c'est lui qui était parti avec Shinta Diop à l'UNESCO pour défendre la thèse de l'Égypte antique comme un patrimoine culturel et africain. Ces gens, ils sont partis s'initier au vaudou, alors qu'ils ne parlent pas la langue. Mais ils ont aussi des sentiments de domination. Parce que pour les gens du continent, vous ne maîtrisez pas bien les choses, vous êtes ceci et cela. Et oui, ils revendiquent la culture. On voit, ils commencent à s'initier à parler surtout les Kiswahili. Les Kiswahili, dans leurs conférences, ils peuvent se soigner Jambo. Kiswahili, ça vient de la côte Est. Et oui, les Kiswahili, c'est une langue du Congo dans les côtes de Kalemi et qui s'est répandue pendant la traite négrière dans les coins de Tanganyika, qu'on appelle aujourd'hui Tanzanie. Et puis donc il y a l'influence de l'arabe à l'intérieur. C'est ça. Donc il y a des mots qui sont arabes parce que maintenant il y a plusieurs Swahili. Donc les afrocentristes défendent quoi? Ils défendent le valeur pro-africaine, consommer africain, produire scientifiquement africain. La culture africaine. Mais la question qu'on peut se demander, dans quelle langue? Où se trouvent ces gens? Le milieu géographique de ces gens, ça se trouve où? Le milieu géographique de ça se trouve en Occident. La langue qu'ils parlent, c'est la langue de Blancs en Occident qu'ils parlent. Moi je vois, ce sont les scientifiques, les linguistes blancs qui développent leur langue, qui l'écrivent. Si je peux parachever ton idée, dans le fond, ce que c'est en train de nous dire, c'est que ces gens-là, ils sont un peu comme des bobos africains qui vont pouvoir seulement consommer africain, vivre africain, être africain, mais en Occident. En Occident, c'est en parlant en Occident, en vivant dans la civilisation occidentale. Ah, exactement, c'est pourquoi vous allez le voir dans les conférences et partout en cours, vous allez le voir, ils portent les pagnes. Mais pendant l'hiver, tu vas voir, ils portent la chemise en pagne. Et ce sont des gens que vous allez voir partout. Et ils sont comme des Rastaman. Tu vois l'idéologie des Rastaman. Donc ils font. Mais à l'intérieur, moi ici en tant que Bantoulo qui connaissent un peu beaucoup de langues là chez nous, si je les approche, je dis quelle langue tu parles? Là ils se sentent mal. Ils parlent la caricature. Donc ils se sentent mal. Moi, ils me trouvent comme un agresseur. Parce que quand je leur dis, moi je leur pose, vous vous adressez dans quelle langue? Ce sont des gens qui ont l'idéologie seulement. Moi, je trouve que c'est ça. Ont des points similaires. Le panafricanisme, afro-centrisme ont toujours des points similaires parce qu'ils ne parlent pas la langue de leurs ancêtres. Et c'est les points faibles qu'ils ont. Et pourquoi c'est un point faible? Mais pour se développer scientifiquement, culturellement, socialement, économiquement, il faut avoir la langue pour nommer tout. Pour inventer, il faut nommer. Moi, je vois ici en Occident, quand il y a une invention, directement, il est nommé. Et puis, on dit, son étymologie provient de la grecque ou du latin. C'est ce qu'on fait toujours. Mais, et qu'est-ce qu'ils font? C'est toujours en français, en anglais. Et puis, ils font des comparaisons avec les Grecs, les Latins. Et parmi eux, il y a des petits, j'appelle des petits linguistes là. Et puis, ils vont faire une comparaison entre les langues grecques. Ils mélangent avec les langues sémitiques. Et puis, ils commencent à détruire maintenant les langues bantoues. Ils disent que l'évangile vient du mot bantou. Ange vient du mot bantou. On se demande, moi en tant que bantou, je me demande, ça c'est quoi maintenant ça? Imaginez-vous un imam sénégalais, apôtre de Shinta Diop. Il est
au musée de l'Égypte antique. Dernièrement, il a reçu des visiteurs qui viennent de partout et des Noirs qui viennent des États-Unis, à l'occurrence de l'historien Rachid Rouno. Mais cet imam, qu'est-ce qu'il dit à ces gens, à ces visiteurs? Vous voyez sur la cône, il y a une scène qui est sur la colonne là, où on montre qu'il y a des gens qui venaient de faire la récolte et puis ils veulent les donner, ils vont montrer à leurs ancêtres, voilà ce que nous avons récolté. Mais l'imam là prouve aux gens, veut démontrer aux gens que les symboles qui est là signifient Allah dans l'Égypte pré-dynastique. Ok, il essaie de rattacher ça. Il veut de rattacher. Pour vous dire que ces gens cherchent la compensation religieuse. Le fait qu'ils sont cloués à l'aliénation spirituelle, alors ils cherchent tous les moyens pour conserver cette identité qui n'est pas les leurs. Et c'est ça le mal. Et cette démarche, vous allez le voir chez les afrocentristes. Vous allez le voir chez les kamites.